Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite une bonne soirée et j'ai le plaisir de vous accueillir au nom de l'Académie de l'air et de l'espace. Alors, la conférence de ce soir sur JUICE est co-organisée avec bien sûr l'Académie, mais aussi la Bibliothèque de Toulouse, la ville de Toulouse, l'Association des Amis de la Cité de l'Espace et la Cité de l'Espace elle-même. Donc vous voyez que beaucoup de partenaires du spatial toulousain sont là. Et il y a de bonnes raisons pour ça, parce que cette conférence, c'est vraiment quelque part une grande aventure qui a commencé à Toulouse, qui s'est concrétisée à Toulouse. Et je suis évidemment extrêmement heureux d'accueillir ce soir deux collègues qui sont, je crois, les mieux placés, honnêtement, pour nous parler de la mission spatiale JUICE, qui est en ce moment même en route vers Jupiter. Donc je vais commencer par Cyril Cavelle. Donc Cyril Cavelle est actuellement le chef de projet JUICE à Airbus. Il a une carrière avec une formation initiale à l'ISAE Supaéro, ingénieur en automatique, c'était sa spécialité. Il a été chef de projet dans plusieurs projets, que ce soit en observation de la Terre ou dans le domaine scientifique. Il a rejoint l'équipe JUICE depuis 2014, au moment où le projet a vraiment démarré à Airbus. Et il est actuellement donc le chef de projet, et on lui doit donc la réalisation industrielle de ce magnifique instrument qui nous emmène voyager vers Jupiter. Et puis, à côté, le scientifique, celui qui incarne la science de JUICE, toutes les magnifiques découvertes que nous allons faire collectivement dans le système de Jupiter, Olivier Vitas. Alors Olivier, lui, il a une formation universitaire. Il est docteur de l'université Joseph Fourier à Grenoble. C'est un spécialiste des atmosphères et ionosphères planétaires. Il a rejoint l'agence spatiale assez rapidement après sa formation initiale. Il a été impliqué dans le management et ensuite la coordination de plusieurs projets planétaires de l'agence spatiale européenne, Vénus Express, Mars Express. Il a travaillé aussi sur Chandrayaan. Et actuellement, il est responsable du département des chefs de projet des missions qui nous emmènent vers le système solaire. La tâche principale d'Olivier, bien sûr, c'est d'incarner la science de JUICE et donc de travailler avec tous les scientifiques qui ont fourni des instruments sur cette très belle mission et en quelque sorte de gérer toute la programmation scientifique des observations et faire en sorte que JUICE produise le maximum de résultats scientifiques. Donc j'arrête là parce que c'est, je crois, un grand plaisir pour nous tous, tout simplement, de passer la parole à nos deux orateurs, qu'on remercie vivement d'être avec nous ce soir. Merci Michel. Bonsoir à tous et merci pour l'organisation et l'invitation. C'est toujours un plaisir de parler de cette mission qui est fantastique. On espère que vous verrez notre motivation et qu'on partagera notre plaisir de travailler sur ce projet. Et je suis aussi heureux de faire cette conférence avec Cyril. C'est la première fois qu'on fait une conférence tous les deux. Et donc avoir un côté, la partie industrie et la partie scientifique, c'est toujours intéressant. Alors, avant de parler de JUICE, juste une diapositive pour dire qu'à l'Agence spatiale européenne, donc JUICE, c'est une de nos missions. Bon, comme je travaille sur le sujet, j'ai envie de dire que c'est la meilleure des missions, mais sinon, on en a quand même plus dans notre portfolio. Donc, vous voyez ici, on fait toutes les missions en bas, c'est toutes les missions qui ont fini d'être opérées. Donc, on a Ulysse, Vénus, des missions dans la magnétosphère, la Lune, Rosetta, qui était un très grand succès avec Cassini-Huygens. La ligne du milieu, c'est toutes les missions en cours d'exploitation, donc plusieurs missions solaires, une mission en route vers Mercure, la magnétosphère de la Terre, 2 orbiteurs autour de Mars. Et les missions sur la troisième ligne, c'est celles qui sont en train d'être développées ou juste lancées, et notamment JUICE est la dernière en date, mais on parle aussi de futures missions vers les géantes glacées ou aussi une mission vers Vénus. Donc vous voyez qu'on a beaucoup de missions dans notre calendrier. Donc en fait, on peut être vraiment fier de notre programme européen d'exploration du système solaire. Mais maintenant, on va parler de JUICE. JUICE, c'est une grande aventure. Le lancement a eu lieu en avril 2023. Donc 2023, c'était une grosse année pour le projet, la communauté scientifique, l'Agence spatiale européenne. Mais il faut savoir que cette date du 14 avril 2023, ça correspond à la moitié du projet.
Donc quand on participe à un programme d'exploration du système solaire, c'est un programme qui peut durer 10 ans, 20 ans ou 30 ans. Donc ça peut être une carrière, des bouts de carrière en fonction des personnes qui partent, qui arrivent. Et donc voilà un petit peu le calendrier de la mission. Donc tout a commencé dans les années 2007. Donc il y avait un premier bloc de 8 ans qui s'appelait la phase d'appel, la phase d'étude. Donc les scientifiques comme Michel Blanc ont répondu à un appel de l'Agence spatiale européenne en 2007 pour proposer une mission vers Jupiter. Il y a eu des sélections, des compétitions. Finalement, c'est la mission JUICE qui a été sélectionnée. Et ensuite, il y a eu un deuxième bloc entre 2015 et 2023, où notamment Airbus ici a joué un rôle prépondérant, où c'était ce qu'on appelle la phase de développement et la préparation du lancement, et qui a fini donc en avril. Ensuite, il y a un autre bloc de 8 ans qui nous amène à Jupiter. Jupiter, ce n'est pas la porte à côté, on vous verrez la trajectoire. Donc il faut 8 ans entre le lancement et l'arrivée à Jupiter. Et ensuite, on a un autre bloc qui là, la durée est un petit peu moins déterminée, mais j'ai mis 8 ans pour faire un petit peu comme les autres blocs, c'est-à-dire la mission nominale où on va prendre les mesures, prendre les photos. On commence en 2031, la mission nominale finit en 2035, mais il peut y avoir une mission étendue. Et dans tous les cas, il y a toujours une phase où on prend du temps pour archiver toutes les données. Donc vous voyez que c'est une mission qui couvre 30 ans. Et aujourd'hui, on n'en est vraiment qu'à la moitié. Alors pourquoi aller vers Jupiter et ses lunes glacées? Donc je vais essayer d'expliquer en quelques slides en fait, les objectifs scientifiques de la mission qui sont vraiment, je pense, vraiment fantastiques. Donc Jupiter, JUICE, ça veut dire Jupiter Icy Moon Explorer. Donc on a les lunes glacées dans le titre de la mission. On va vers Jupiter et on veut explorer les lunes glacées de Jupiter. Les lunes glacées, c'est ce qu'on voit sur le graphe ici, Europe, Ganymède et Callisto. Et si on veut étudier les lunes dans le système solaire, vous voyez avec cette diapositive, quand on voit les différents systèmes de lunes des différentes planètes, donc la Terre avec notre une lune, Mars, 2 petites lunes, Phobos et Deimos, Saturne, beaucoup de lunes, mais simplement une lune principale qui est Titan, au niveau de la taille. Uranus, vous voyez 5 lunes de taille moyenne. Neptune, une lune de taille moyenne qui s'appelle Triton. Et autour de Pluton, il y a quelques lunes, dont Charon. Mais si vous voyez le système de lunes de Jupiter avec ces 4 grosses lunes de Galilée, en fait, c'est un des systèmes les plus intéressants. Donc si on veut étudier les lunes dans le système solaire, Jupiter, c'est une cible de choix. Donc c'est un mini système solaire. On peut étudier les lunes dans leur diversité, les interactions ou les couplages avec la planète géante. Donc aller vers Jupiter, c'est vraiment une cible de choix pour faire de la grande science interdisciplinaire. Et au niveau des lunes, donc ici les lunes de Galilée, si on les voit de gauche à droite, qui sont Io, Europe, Ganymède et Callisto. Donc de gauche à droite, on est le plus proche de Jupiter. Et à droite, on est le plus loin de Jupiter. Donc Io, c'est le plus proche de Jupiter. Donc ces lunes sont extrêmement intéressantes et vraiment très variées. C'est ce qui fait la richesse de l'exploration de ces lunes. Donc si on commence par Io et Europe, c'est les 2 lunes les plus actives par rapport dans ces 4 lunes. Plus on se rapproche de Jupiter, plus on subit l'attraction gravitationnelle et les effets de marée, et plus la lune sera active. Et dans le système solaire, c'est très intéressant d'étudier des systèmes qui sont actifs. Donc Ganymède, moins actif, et Callisto, a priori, pas très actif. La distance à Jupiter aussi va avoir une conséquence sur la composition de ces lunes. Io et Europe, c'est plus des lunes rocheuses, et Europe, Ganymède et Callisto, c'est plus des lunes glacées, avec Europe un mix entre la roche et la glace. Donc au niveau composition, c'est aussi différent. Le fait que les 3 lunes glacées aient de la glace, avec les effets de marée à l'intérieur de ces lunes dus à Jupiter, fait que la glace fond et devient de l'eau liquide. Donc c'est l'une des raisons principales d'explorer ces lunes, parce qu'il y a plus d'eau liquide sur ces lunes que sur notre propre Terre. Alors sur Europe, on est sûr qu'il y a de l'eau liquide. Sur Ganymède, on est pratiquement sûr qu'il y a de l'eau liquide. Et sur Callisto, il y a un point d'interrogation. Ce sera une des questions qu'on va essayer de répondre avec JUICE. Les 3 lunes, Io, Europe et Ganymède, sont en résonance de la place au niveau des orbites. Quand il y en a une qui fait un tour autour de Jupiter, l'autre fait 2 tours, et l'autre fait 4 tours. Donc il y a aussi des choses un petit peu particulières qui se passent au niveau des orbites. Si on est intéressé par les aspects habitabilité, donc est-ce qu'il y a des endroits où la vie pourrait apparaître, c'est plutôt Europe et Ganymède. Et si on est intéressé par la recherche de la vie, qui est une grande question de l'exploration du système solaire, le focus, c'est plutôt Europe. Donc vous voyez que chaque lune est vraiment un aspect particulier. Avec JUICE, on va étudier principalement Europe, Ganymède, Callisto, pour essayer d'en savoir plus sur leurs similarités, leurs différences.
Et est-ce qu'il y a un lien avec les océans liquides et la recherche de la vie? Toutes ces grandes questions qui passionnent les scientifiques. Mais ce n'est pas seulement les lunes glacées autour de Jupiter, parce que si on est intéressé par ces lunes, il faut aussi comprendre l'environnement de ces lunes, donc l'environnement de la planète géante, le champ magnétique énorme qui tourne très vite autour de Jupiter. Donc avec JUICE, on va aussi étudier Jupiter, donc la planète au milieu, la magnétosphère qui est illustrée ici par la couleur rose, et tout ce qu'on appelle les interactions ou les couplages entre ces lunes et les lunes entre elles et les lunes et la planète géante, que ce soit au niveau gravitationnel avec les effets de marée ou que ce soit au niveau électromagnétique avec le champ magnétique et la magnétosphère. Donc il y a beaucoup de physique extrêmement riche. Et la principale question, c'est est-ce qu'autour d'une planète comme Jupiter, avec son mini-système solaire, il peut y avoir des endroits où on pourrait se questionner sur le début de la vie? Au niveau j'ai parlé des interactions entre les lunes et Jupiter, et une illustration que j'aime bien de ces interactions, c'est les aurores boréales sur Jupiter. On voit une image à gauche du télescope spatial Hubble. Donc on voit l'anneau auroral au pôle Nord. Et sur la droite, sur cet anneau auroral, on voit un petit point brillant sur la gauche. Et en fait, c'est une aurore due à une des lunes de Jupiter. Dans ce cas-là, Io. Donc on voit en fait l'interaction ou les liens entre les lunes et Jupiter. En fait, elles sont illustrées avec cette petite aurore boréale. Donc ça montre bien qu'il y a des liens entre les planètes et les lunes et Jupiter, et c'est ce qu'on veut explorer avec notre mission. Mais ce n'est pas simplement une mission d'exploration du système solaire. On a aussi un lien avec les exoplanètes et tous les mondes extrasolaires qu'on découvre régulièrement. Maintenant, on a découvert plus de 5000 systèmes autour d'autres étoiles. Et Jupiter, avec son petit système solaire, ça a beaucoup de ressemblances avec des systèmes qu'on observe dans d'autres systèmes solaires. Et donc, en fait, à notre porte à côté, donc il faut 8 ans quand même pour arriver à Jupiter, mais avec une mission comme JUICE, on peut non seulement explorer Jupiter, un petit système solaire, donc ça veut dire en apprendre plus sur notre propre système solaire, son évolution, sa formation, mais aussi sur les systèmes solaires autour d'autres étoiles. Donc vous voyez que c'est une mission extrêmement riche au niveau scientifique. Alors, qu'est-ce qui va se passer entre le décollage et l'arrivée sur Jupiter? Donc là, j'ai un petit film qui va prendre à peu près 4 minutes 30. Donc en 4 minutes 30, on va balayer à peu près 12-13 ans de mission. Donc il faut s'accrocher. Ah ouais, alors attendez. Il faut quand même que je précise quelque chose. La trajectoire que vous allez voir, c'est la trajectoire qu'on a considérée avec le lancement cette année et qui est notre trajectoire, on va dire, actuelle. Mais comme le lancement a été fait de manière exceptionnelle, tout était ouvert au niveau du lancement, ce qui veut dire qu'on a économisé du fuel à l'intérieur du satellite et on a plus de fuel à nos dispositions pour changer l'orbite, pour faire plus de science. Donc en fait, avec les scientifiques du projet, on est en train de changer légèrement la trajectoire. Donc ce que vous allez voir là, ce n'est pas la trajectoire sur laquelle JUICE va voyager, notamment autour de Jupiter, mais ça y ressemble. Mais c'est juste pour vous dire que la trajectoire évolue et on n'a pas encore défini la trajectoire finale. Donc on est le 14 avril 2023, on décolle, JUICE est en bas, à côté de la Terre. Donc on ne peut pas aller directement vers Jupiter parce que JUICE est vraiment trop lourd. Vous verrez le satellite à quoi il ressemble, 6 tonnes. On ne peut pas aller directement vers Jupiter. On est obligé de faire de l'assistance gravitationnelle. Donc on passer à côté des planètes pour avoir plus de vitesse et aller vers Jupiter. Là, on fait le premier survol qui sera en août 2000 prochain. Il y avait de la Lune et la Terre. C'est aussi une grande première. Un an après, en 2025, on va passer vers Vénus. Donc c'est aussi une planète importante au niveau de la masse. Donc on va pouvoir gagner de la vitesse pour aller vers Jupiter. Donc là, c'est en 2025. On passe un petit peu au-delà de l'orbite de Mars. On revient vers la Terre en 2026 pour un deuxième survol de la Terre. Vous voyez que la Lune n'est pas trop loin, mais on l'évite. On passe à côté de la Terre. On gagne encore un petit peu de vitesse, mais c'est toujours pas suffisant pour aller vers Jupiter.
On dépasse encore l'orbite de Mars. Là, on est dans la ceinture d'astéroïdes. On va essayer de ne pas faire une collision avec un astéroïde, mais on devrait pouvoir y arriver. On repasse pour un dernier survol. Là, on passe presque à côté de la Lune. J'espère qu'on pourra prendre des photos, on verra bien. En tout cas, on prendra des photos et des mesures autour de la Terre, ça c'est pratiquement sûr, pour ce qu'on appelle des étalonnages, ou aussi principalement pour faire un petit peu de science et des images, parce que ça, ce sera la dernière fois qu'on verra JUICE. On rate un petit peu Mars, c'est dommage. On repasse dans la ceinture d'astéroïdes. Encore une fois, on va éviter les collisions. Et 6 mois avant d'arriver à Jupiter, donc 2031, on allume tous les instruments pour commencer la phase scientifique. Quand on arrive à Jupiter, on va d'abord, avant de se mettre en orbite, faire un survol de Ganymède. Vous voyez ici à 400 km d'altitude. Cette fois, non pas pour accélérer, mais pour décélérer, pour aider à être pris par le champ de gravité de Jupiter. C'est une manœuvre qui est assez compliquée, mais nos navigateurs nous disent que c'est possible de le faire. Et ensuite, on va être sur une première orbite assez allongée pendant quelques mois, et ensuite on attaque vraiment la science de la mission, où à chaque orbite, ou toutes les 2 orbites, on va faire un survol d'une des lunes glacées, que ce soit Ganymède, Europe ou Callisto. Et on va faire des orbites autour de Jupiter et des survols pendant une trentaine de survols pendant 3 ans. Donc là, on va voir un survol de la lune Europe. C'est un survol à 400 km d'altitude. Il y en aura 2 pendant la mission. On a décidé d'en faire simplement que 2 parce que Europe, c'est un peu trop près de Jupiter et au niveau ceinture de radiation, c'est un petit peu violent pour le satellite. Donc on a décidé de faire que 2 survols d'Europe, ça suffit largement. On aura des survols de la lune Callisto, une vingtaine en tout et une douzaine autour de Ganymède. Donc à chaque fois qu'on fait un survol, on fait des mesures, plein pot, on allume tous les instruments et on fait toute la science possible. Callisto sera aussi utilisé pour faire de l'assistance gravitationnelle, pour, vous voyez, changer le plan de l'orbite. On était dans le plan de l'équateur de Jupiter et on va se mettre en orbite inclinée pour voir Jupiter un peu plus dessus ou en dessous. Ça, c'est pour la science des aurores boréales ou le champ magnétique de Jupiter. Et ensuite, on revient dans le plan équatorial. On fait des survols de Callisto et de Ganymède pour avoir la meilleure vitesse possible, la plus faible possible, pour se mettre en orbite, cette fois, autour de Ganymède en fin de mission. Première fois qu'on fait ça. Se mettre en orbite autour d'une lune d'une autre planète. Et Ganymède, c'est vraiment notre cible de base parce qu'elle est vraiment très intéressante au niveau scientifique avec son océan sur la surface. C'est la plus grosse lune du système solaire. C'est un aspect très intéressant pour l'habitabilité. Il y a un propre champ magnétique interne à Ganymède. C'est la seule lune dans le système solaire à avoir un champ magnétique. Ganymède, c'est un objet extrêmement spécial. Et donc on va se mettre en orbite autour de Ganymède et à la fin, une orbite ici qu'on montre à 500 km d'altitude, mais on a décidé avec les scientifiques de descendre à 200 km d'altitude. Et la fin de mission, on verra ce qui se passe, mais quand on n'aura plus de... Soit le satellite ne marchera plus au bout d'un moment, parce que l'environnement autour de Jupiter est quand même assez compliqué au niveau radiatif et les températures. Donc si au bout d'un moment le satellite ne marchera plus, ou alors il n'aura plus d'essence à bord, et quand on ne pourra plus le contrôler, au bout d'un moment, vraisemblablement, il va se cracher sur Ganymède. Donc ce sera a priori la fin de la mission. Ici, on a décidé que ce serait vers 2035, mais en fonction de comment la mission procède, si ça marche bien, si le satellite fonctionne bien, si les instruments fonctionnent bien, si la communauté scientifique veut qu'on continue, si on pense qu'on n'a pas encore assez fait de mesures, qu'il faut en faire plus, ça c'est des débats qu'on aura plus tard, et ben on continuera la mission. Donc vous voyez que c'est une trajectoire assez compliquée. Le design d'une trajectoire comme ça, c'est extrêmement compliqué parce qu'il faut inclure tous les paramètres de la mission. Il ne faut pas qu'on dépasse une certaine dose de radiation. Il faut qu'on ait on a de l'essence à bord pour faire les manœuvres, mais on ne peut pas aller à la pompe tous les mois pour refaire le plein. Donc on a l'essence qu'il faut et puis pas plus. C'est extrêmement compliqué. Il faut aussi que tous les objectifs scientifiques soient atteints. On veut faire des survols des lunes de Jupiter. On veut observer Jupiter, la magnétosphère. Donc, au niveau trajectoire, en fait, on pourrait discuter de la trajectoire avec les scientifiques et le projet tous les jours. Mais au bout d'un moment, il faut quand même arrêter. Donc là, on en est dans ce processus de rediscuter la trajectoire. Et normalement, on devrait avoir la trajectoire finale dans quelques années. En 2028, a priori. Au niveau, avant de passer la main à mon collègue Cyril pour la partie plus satellite, je voulais juste présenter 3 diapositives sur les instruments, parce que là, je vous ai montré la science, quelle est l'orbite autour de Jupiter et des lunes. Et on a 10 instruments à bord.
en fait, qui couvre toute la panoplie des investigations scientifiques qu'on veut faire à Jupiter et ses lunes glacées. Comme on ne fait pas une mission tous les 2-3 ans, quand on y va, on met le maximum d'instruments. Et on a 3 groupes d'instruments. D'abord, ce qu'on appelle les remote sensing, donc toutes les caméras. Donc on a sur la droite, vous voyez une image de la caméra qui s'appelle Janus. Donc c'est pour prendre les photos, pour la géologie des lunes et l'atmosphère de Jupiter. Donc tous les instruments sont ce qu'on appelle sur un banc optique pour des histoires de stabilité. On a un spectromètre visible infrarouge pour la composition de la surface des lunes et la composition des nuages de Jupiter. On a un spectromètre ultraviolet pour les aurores, la composition des atmosphères et des surfaces. Et on a un instrument particulier sur la gauche qu'on appelle Submillimeter Wave, qui est un instrument assez joli d'ailleurs pour mesurer la composition et le vent dans les atmosphères. Donc on a 4 instruments de télédétection. On a 4 instruments, ce qu'on appelle plus géophysique. On a un laser altimètre que vous voyez sur la gauche en bas aussi, qui est un instrument très, très joli pour mesurer la topographie des lunes et la variation de la topographie, donc les effets de marée sur les lunes, un instrument très important. L'antenne que vous voyez ici au milieu, c'est l'antenne d'un radar qui s'appelle RIME. C'est pour pénétrer la glace sur une dizaine de kilomètres, donc les premiers 10 kilomètres pour les lunes. Et on a eu des petits soucis avec cet instrument, mais Cyril en parlera tout à l'heure. On a une expérience de radioscience qui va mesurer la trajectoire du satellite pour mesurer les champs de gravité des lunes, donc en déduire la structure interne des lunes. Et on a aussi une expérience de radiointerférométrie qui va utiliser des télescopes radio sur le sol pour mesurer précisément la position du satellite. C'est aussi important pour les champs de gravité et pour la localisation, les éphémérides des lunes autour de Jupiter. Donc au niveau géophysique, c'est aussi un ensemble très intéressant. Et finalement, on a aussi ce qu'on appelle les in situ, c'est-à-dire mesurer les propriétés locales au niveau du satellite. On a 3 instruments et vous voyez toutes les images, c'est beaucoup de capteurs. En fait, 3 instruments, mais c'est plus d'une dizaine de capteurs pour mesurer tout ce qui est les particules énergétiques, les électrons, les protons, les champs magnétiques, les champs électriques, les ondes radio de Jupiter et un capteur de radiation pour mesurer l'environnement radiatif de Jupiter. Vous voyez qu'au niveau instrument, c'est aussi complet. Et comme l'a souligné Michel, une partie de mon travail, c'est de faire en sorte que ces 10 instruments marchent ensemble le mieux possible, sachant qu'on a des contraintes au niveau puissance, volume de données. Les objectifs scientifiques varient d'une cible à l'autre, Callisto, Europe, Jupiter, le champ magnétique. Et on a 5 ans de mission à planifier. Et là, en 8 ans de développement, on a dû planifier à peu près que 4-5 mois de mission. Donc là, on a toute la phase de croisière pour essayer d'avoir un plan précis pour faire en sorte que la science soit le plus possible. Donc voilà, pour le reste, je passe la parole à mon collègue Cyril. Merci beaucoup Olivier, bonsoir à tous. Pour moi aussi Olivier, c'est un vrai plaisir de faire cette conférence avec toi, après des années passées à travailler ensemble sur ce beau projet. Je suis ravi d'être avec vous ce soir, c'est toujours un immense plaisir de parler de ce beau projet. Et chez Airbus, on est tous très très heureux et très très fiers d'avoir pu conduire ce projet pour le compte de l'Agence spatiale européenne. Alors je vais vous en dire un petit peu plus effectivement sur la conception de cette sonde. Il y a beaucoup de façons de parler de JUICE. Ici, j'ai choisi d'utiliser beaucoup de vidéos qui me permettront de vous dire quelques mots sur les grands enjeux de conception et de vérification et qualification de la sonde. Dans la phase de questions-réponses, on pourra aborder les sujets qu'on n'aura pas forcément abordés pendant la présentation avec Olivier. Alors, sur ce type d'objet, sur ce type de sonde, et contrairement aux filières de produits que l'on peut connaître chez Airbus, par exemple pour des satellites de télécommunication ou d'observation de la Terre, dont on essaye quand même d'avoir une approche un peu industrielle et répétitive, je dirais, ici, sur ce type de mission unique, pour lesquels il n'y aura pas d'autres exemplaires, je dirais, et qui répond à des exigences très particulières, on part de la page blanche. Donc on part des exigences techniques qui nous sont définies par le besoin scientifique et qui sont exprimées par l'Agence spatiale européenne. Et puis on fait travailler notre équipe d'ingénierie pour concevoir une solution technique, la mettre en œuvre, la développer, acheter des équipements dans toute l'Europe de l'industrie spatiale, assembler la sonde, la vérifier et la lancer. Alors, quelles sont les exigences techniques ici, dans le cas particulier de JUICE, qui nous ont vraiment
qui ont conduit notre travail dans les premières années de définition de la sonde. Il y en avait beaucoup. Olivier l'a dit, Jupiter, c'est un environnement très dur, des écarts de température très importants entre la croisière interne dans le système solaire où on va aller jusqu'à Vénus pour faire cette assistance gravitationnelle dont Olivier parlait. À ce moment-là, on verra des températures sur les appendices externes du satellite qui sont supérieures à 200 degrés, alors qu'à Jupiter, les mêmes appendices verront plutôt du moins 220 degrés. Donc des grands écarts de température. L'un des enjeux, c'est vraiment la conception thermique de la sonde. Quand il fait très chaud autour de Vénus, on cherche vraiment à protéger les équipements internes du satellite pour ne pas les exposer à ce flux agressif. Et à l'inverse, quand on est à Jupiter, on va chercher à garder la puissance naturellement dissipée par les électroniques, à la confiner à l'intérieur du satellite pour minimiser la puissance de réchauffage nécessaire. Donc un enjeu vraiment très particulier de conception thermique. Un autre enjeu, la génération de puissance. Sur ce satellite, on utilise des panneaux solaires pour générer de la puissance électrique avec le flux solaire. Quand vous mettez 1 mètre carré de panneau solaire dans votre jardin sur Terre, il est exposé à 1400 watts de puissance par unité de surface. Vous mettez le même panneau solaire à Jupiter, il en reçoit 50. Donc, vous avez déjà vu une première visualisation du satellite. On a des panneaux solaires qui sont immenses, qui font 85 mètres carrés. Ce sont les plus grands panneaux solaires qu'on ait jamais conçus pour une mission interplanétaire. Malgré cette énorme taille, à Jupiter, on va péniblement générer 800 watts de puissance. 800 watts de puissance, c'est ce que vous avez dans un grille-pain, un sèche-cheveux, un micro-ondes. Et avec ça, on fait fonctionner la mission. On fait fonctionner un ordinateur de bord, on fait fonctionner tous les équipements électroniques qui sont à l'intérieur du satellite. On génère de la puissance de réchauffage pour maintenir l'ensemble de nos équipements dans leur plage d'opération. Et bien évidemment, on apporte la puissance nécessaire aux instruments pour qu'ils puissent opérer. Donc là aussi, en termes de conception, on est vraiment allé chercher le moindre watt perdu dans des dissipations, dans des efficacités de conversion de puissance ou de conduction de puissance dans les câbles, de façon à vraiment alimenter avec le plus de puissance possible ce qui est utile au satellite, c'est-à-dire les instruments. On envoie cette sonde pour opérer des instruments autour de Jupiter. Un autre aspect très particulier autour de Jupiter, c'est l'environnement radiatif. Olivier en a également parlé. On va être bombardé en permanence d'électrons, de protons, de particules à très haute énergie qui vont venir en fait progressivement dégrader les surfaces externes du satellite, impacter les électroniques, modifier les mémoires, impacter les circuits électroniques, et ça peut conduire progressivement à la perte de fonctionnalité dans le satellite. Donc pour protéger le satellite contre ce type d'environnement, on est venu blinder en fait les électroniques en leur assurant un environnement le plus protégé possible, je dirais. On a mis du plomb en fait dans le satellite pour venir ralentir ces particules et protéger les électroniques vitales au fonctionnement du satellite et faire en sorte qu'on puisse opérer le plus longtemps possible autour de Jupiter. Une autre exigence qui vient cette fois des instruments scientifiques, on a besoin pour JUICE d'avoir un satellite qui est très propre d'un point de vue de son rayonnement électromagnétique. L'un des grands enjeux de JUICE, c'est d'aller mesurer des niveaux de plasma, des niveaux de champs électriques et magnétiques produits par Jupiter et par les lunes de Jupiter et par les océans des lunes de Jupiter, qui sont très faibles en amplitude. On est des ordres de grandeur en dessous du champ magnétique émis par la Terre. Et bien évidemment, quand on fait ça, on veut mesurer les champs magnétiques intrinsèques à l'environnement, aux lunes de Jupiter et à leurs océans, et pas les champs électromagnétiques qui sont émis par le satellite lui-même. Ça, c'est pas du tout ce qu'on veut mesurer. Donc là aussi, beaucoup d'efforts dans la conception de la sonde pour réduire au maximum l'amplitude de ces champs, pour apporter du blindage également, électromagnétique et de distance, de façon à faire en sorte que les sondes électriques et magnétiques des équipes scientifiques vont effectivement mesurer l'environnement lui-même et non pas les perturbations émises par le satellite. Un grand besoin d'autonomie. Jupiter, c'est loin. Le temps de trajet du signal qui voyage à la vitesse de la lumière entre la Terre et Jupiter et de retour à la Terre, c'est environ 1h30 aller-retour. Donc on voit bien que pour les phases de la mission qui sont critiques, on ne pourra pas compter sur un lien en temps réel avec les opérateurs qui sont à Darmstadt en Allemagne, les opérateurs de l'ESA, qui vont opérer le satellite. Donc ça veut dire que le satellite doit avoir une capacité de détecter en toute autonomie les éventuelles pannes à bord, les éventuelles anomalies, les comprendre, les isoler, se reconfigurer et reprendre la mission en toute autonomie. Et en particulier pour la manœuvre d'insertion à Jupiter, cette manœuvre doit être faite par le satellite en toute autonomie, quelles que soient les éventuelles pannes qui peuvent arriver à bord, parce qu'encore une fois, on n'aura pas le temps de dialoguer avec le satellite, de comprendre ce qui se passe et d'éventuellement réagir. Et on a une fenêtre de tir, entre guillemets, qui est très très courte, qui ne dure que quelques heures, et autour de laquelle on doit absolument réaliser cette manœuvre d'insertion. Sinon, tout simplement, on revient vers la Terre et on n'a pas de mission.
Et puis le dernier enjeu, c'est la quantité de carburant que l'on doit embarquer. On a beaucoup de manœuvres à réaliser, même si on utilise de façon très intelligente, je dirais, et c'est le travail réalisé par l'Agence spatiale européenne, d'utiliser au maximum les assistances gravitationnelles dans le système solaire interne, mais ensuite aussi avec les lunes de Jupiter elles-mêmes, pour manœuvrer le satellite autour des lunes de Jupiter, sans utiliser le carburant du satellite autant que possible, mais quand même on a besoin de faire certaines manœuvres impulsionnelles, je dirais, pour lesquelles on a besoin d'emporter plus de 3 tonnes de fuel à l'intérieur du satellite, donc là aussi il faut les accommoder, on a des gros réservoirs, ça pose tout un tas de contraintes mécaniques et d'aménagement qui sont là aussi des drivers techniques de la conception de la sonde. Alors, à quoi ça ressemble? Je vais passer rapidement parce que vous avez déjà vu cette planche présentée par Olivier. Simplement vous dire que la masse au lancement est d'un peu plus de 6 tonnes. Et donc, encore une fois, plus de la moitié de cette masse, c'est du fuel, c'est du carburant que l'on embarque à l'intérieur du satellite. Ce qu'on appelle la masse sèche, donc la masse des équipements du satellite, c'est un peu plus de 2 tonnes 3. 800 watts à Jupiter, j'en ai parlé, une mémoire sur laquelle on va pouvoir donc stocker l'ensemble des données produites par les instruments qui est un peu plus d'1 terabit, et ensuite on vient télécharger les données produites par les instruments avec une antenne grand gain que vous voyez là, c'est la grosse parabole blanche là que vous voyez au centre du satellite, qui mesure 2,50 m de diamètre, et avec laquelle, là aussi, avec la distance à laquelle on va se trouver, on a un lien, on a un débit de données qui est péniblement de 50 kilobits par seconde, c'est pas beaucoup, donc ça veut dire qu'on va devoir communiquer pendant des heures et des heures avec cette antenne depuis Jupiter pour descendre progressivement toutes les informations produites par les instruments scientifiques. Cette vidéo montre la conception interne de la sonde, donc sans les appendices externes et sans les couvertures d'isolation thermique qui protègent la sonde. Donc on voit bien l'intérieur de la sonde. Donc vous voyez l'antenne grand gain qui est ici. On a une petite antenne articulée également qui va nous permettre d'assurer la liaison avec la Terre lorsque l'attitude, donc l'orientation du satellite sera contrainte par des besoins opérationnels ou scientifiques. Vous voyez un cylindre central qui est en fait la structure primaire de la sonde qui vient s'interfacer avec le lanceur par lequel le principal chemin de reprise des efforts mécaniques passe. Et puis à l'intérieur, on devine les 2 gros réservoirs de fuel qui sont donc aménagés à l'intérieur de ce cylindre. Vous voyez également donc, sous l'antenne grand gain et sur la face externe, l'autre face opposée du satellite, on va la voir ici, deux sarcophages. Ce sont les grands panneaux verticaux que vous voyez là. Donc c'est à l'intérieur de ces 2 grandes cavités que l'on est venu aménager l'ensemble des électroniques du satellite qui sont sensibles au rayonnement radiatif à Jupiter et que l'on est venu blinder au plomb pour les protéger de cet environnement radiatif très très agressif. Alors dans les planches suivantes, j'ai choisi d'utiliser pas mal de vidéos qui vont vous montrer comment, une fois qu'on a conçu et développé et assemblé la sonde, on va venir la tester pour vérifier que la sonde est bonne pour le vol, je dirais, et qu'on peut effectivement la lancer dans l'espace. Sur ce type de mission, et contrairement à certaines missions un peu plus récurrentes et un peu moins ambitieuses techniquement, un peu moins compliquées techniquement en tout cas, sur ce type de mission, on ne fait aucune impasse de vérification. On n'a pas droit à l'erreur. Une fois que la sonde est partie, on peut encore dialoguer avec elle et faire quelques modifications logicielles en particulier, mais il faut s'assurer que le matériel est effectivement bon pour le vol, je dirais, parce que ce n'est pas comme un avion qu'on peut rappeler au sol pour faire une opération de maintenance. Une fois qu'il est parti, il est parti. Donc on a une étape de vérification qui est vraiment exhaustive et pour lequel chez Airbus, dans notre centre de production à Toulouse, on a l'ensemble des moyens industriels et de tests, je dirais, qui nous permettent de tester dans les moindres détails ce type de sonde. Alors ici, on commence par les essais mécaniques. Donc en fait, là, l'objectif, ça va être de reproduire l'environnement mécanique que va subir la sonde au moment du lancement. Au moment du lancement, le satellite est tout en haut du lanceur. Le lanceur va induire beaucoup de vibrations, des charges acoustiques et qui vont être transmises au satellite dans cette configuration stockée. Et il faut simplement vérifier que dans la configuration de lancement, avec les équipements allumés, les équipements qui sont nécessaires pour le lancement, ces équipements fonctionnent et le satellite, je dirais, survit à cet environnement vibratoire. Ça, c'est vraiment une étape très importante avant le lancement. Donc vous voyez ici, on est monté sur un pot vibrant et on vient donc exciter le satellite par la base dans les 3 dimensions pour reproduire l'environnement mécanique que va subir le satellite. Une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a donc vibré un peu dans tous les sens le satellite, on va venir vérifier que l'on est toujours capable de déployer l'ensemble des appendices du satellite qui, évidemment, pour le lancement, sont stockés
pour que le satellite tienne sous la coiffe du lanceur, tout simplement. Donc on a beaucoup de choses à déployer sur la sonde, des panneaux solaires, des antennes, l'ensemble des instruments, et il faut vérifier qu'on est toujours capable de déployer tout ça en vol une fois que le satellite aura été soumis à l'environnement vibratoire. Alors ici, je prends l'exemple du déploiement des panneaux solaires, donc une activité qu'on a réalisée à l'été dernier à Airbus Toulouse. Donc là, vous voyez qu'on vient coupler le panneau solaire au satellite. Ce sont nos collègues d'Airbus Leiden aux Pays-Bas qui se sont occupés de ça. C'est eux qui ont construit ce gigantesque panneau solaire. Donc on vient d'abord coupler le panneau solaire au satellite. Donc ça, c'est avant les essais de vibration. On vient replier donc à la main l'aile du panneau solaire sur le satellite. On le fait donc très délicatement. Et puis ensuite, vous allez voir, on vient réaliser un essai de déploiement. Et pour réaliser cet essai de déploiement, qui évidemment va se passer dans l'espace, dans un environnement sans gravité, eh bien, il faut qu'on compense la gravité terrestre. Ici, on est au sol. Le panneau solaire n'est pas fait pour supporter son propre poids. Donc pour faire cet essai de déploiement du panneau solaire, on utilise un mécanisme de compensation de la gravité. C'est ce que vous voyez là. On a des suspentes qui sont suspendues au plafond sur lequel le panneau solaire est attaché. Ça vient compenser la gravité terrestre et du coup on est capable de déployer le panneau solaire tel qu'il se déploierait dans l'espace. Donc ça permet de vérifier que cette phase de déploiement se réalise avec succès sans anomalie. Et puis on vient également chronométrer la durée de ce déploiement de façon à vérifier que la dynamique de ce déploiement est bien telle qu'on l'a prédite. C'est une hypothèse très importante, en particulier pour les bilans de puissance. On a besoin, dès les premières heures d'opération de la mission, après la séparation avec le lanceur, de déployer très rapidement le panneau solaire pour faire en sorte que rapidement on puisse générer notre propre énergie à bord et ne pas fonctionner sur les batteries qui évidemment ont une capacité limitée. On a d'autres appendices scientifiques cette fois qu'il faut également vérifier en termes de déploiement. Donc ici, vous avez un essai de déploiement du bras magnétométrique. Alors le bras magnétométrique, c'est un bras qui a été conçu par Sener, c'est une entreprise espagnole, sur lequel on est venu aménager l'ensemble des senseurs électriques et magnétiques des instruments scientifiques pour les mettre en fait le plus loin possible de la sonde et faire en sorte, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'ils soient le plus protégé possible par un effet de distance des perturbations électromagnétiques induites par la sonde. Donc là, vous voyez, on fait simplement ce qu'on appelle un release test. Donc en fait, c'est un essai de relâche du mécanisme de maintien du bras magnétométrique qui fait 11 mètres de long. Donc une fois qu'il est déployé, il fait 11 mètres de long. Et là, on vient vérifier, une fois qu'on a, encore une fois, secoué, vibré le satellite, qu'on est toujours capable de déployer ce bras. Le risque étant que quand on vibre le satellite, on peut venir... par des effets de calage en fait mécanique, des effets de tolérance de montage, on peut venir coincer parfois certains mécanismes et il faut s'assurer que ce n'est pas le cas et qu'on arrivera bien en vol effectivement à déployer tous ces appendices-là. Si on n'y arrive pas, la mission des instruments scientifiques qui est portée par ces bras, elle est perdue. Donc c'est vraiment quelque chose d'indispensable en termes de vérification. Ensuite, et ça c'est le tout dernier essai qu'on a fait à Toulouse, on fait un essai de vide thermique. Donc ça aussi, c'est fait dans une cuve très particulière dont on dispose à Toulouse, que vous voyez derrière le satellite. Donc là, le but, en fait, c'est de placer le satellite dans une cuve qui va reproduire les conditions de pression et de température auxquelles sera exposée la sonde pendant sa mission. Donc on fait le vide avec des grosses pompes, tout simplement. Et puis ensuite, avec les écrans qui sont à l'intérieur de la chambre, on va venir reproduire des conditions de température en froid et en chaud. L'objectif étant de vérifier qu'une fois en vide et soumis aux conditions extrêmes de température, plateau froid et plateau chaud, l'ensemble des équipements, d'une part, est maintenu dans la plage opérationnelle de fonctionnement, c'est-à-dire que le système de contrôle thermique de la sonde est effectivement suffisamment efficace pour maintenir l'ensemble de nos équipements dans leur plage de température, mais aussi que le fonctionnement fonctionnel du satellite est nominal dans ces conditions représentatives de pression et de température. Une fois qu'on a fait ça, donc vous voyez que le plan de vérification, le plan de qualification sur l'ensemble de ces moyens sur un tel satellite, ça prend environ 1 an. Il y a beaucoup d'efforts de préparation, d'exécution de ces essais, d'exploitation des résultats pour vérifier que tout va bien. Donc ça prend grosso modo 1 an de faire tout ça. Et puis une fois qu'on a fait ça, on est prêt pour partir en campagne, donc pour expédier le satellite à Kourou. Donc ici, vous avez une image du satellite en salle blanche au centre spatial guyanais. C'est le port spatial de l'Europe. C'est de là qu'on tire nos fusées Ariane 5, qui a pris sa retraite maintenant. Donc vous voyez ici une photo d'une opération très très spectaculaire. Il faut savoir que sur Ariane 5, ça ne sera pas le cas sur Ariane 6, mais sur Ariane 5, on vient hisser le satellite tout en haut du lanceur. Donc en fait, on vient ouvrir une cheminée, c'est ce que vous voyez là, et on hisse le satellite sur 40 mètres de hauteur
pour le prendre au sol en salle blanche et l'amener tout en haut du lanceur. Donc c'est une opération très délicate qu'Ariane Espace, le CNES et Airbus préparent avec le plus grand soin et qui se conclut par l'installation du satellite tout en haut du lanceur. C'est ce que vous voyez ici. Alors ici, on ne voit pas les 40 mètres de vide parce qu'on a une plateforme de travail. C'est vraiment très bien. On a vraiment des conditions de travail qui sont très appropriées au Centre spatial guyanais. Ici, on est sur la plateforme. Et vous voyez ici, le cône noir, là, c'est l'interface lanceur. Donc en dessous, il y a le lanceur, il y a les 40 mètres du lanceur. Et vous voyez qu'ici, le satellite est positionné dans sa configuration de vol. Il est prêt à partir. Et sur la photo de droite, on vient en fait positionner la coiffe. Donc là, c'est un moment assez émouvant. C'est le moment où on dit au revoir au satellite. On ne le verra plus. C'est 4 jours avant le lancement et c'est un moment vraiment particulier. On a un peu de mal à quitter le satellite à ce moment-là. On sait qu'on ne le verra plus, mais en même temps, on est prêt pour le vol et on est tous très excités à la perspective du lancement. Et puis ensuite vient le grand moment, le décollage. Allumage de EAP, décollage. Et là, c'est un moment très particulier. Pour beaucoup d'entre nous, on est dans une salle de contrôle. Donc on ne voit pas le lancement de nos propres yeux parce qu'on vérifie que tout se passe bien au niveau des opérations, que le satellite se comporte bien. Mais par contre, on entend le lanceur passer au-dessus de nos têtes. Ça fait un vrombissement monstrueux. Et je peux vous dire que quand on l'entend et quand on le ressent dans notre estomac, c'est un moment très particulier. Alors Olivier en a parlé tout à l'heure. Sur JUICE, donc on a tiré le vendredi 14 avril, on était tous très très heureux, on était tous sur notre petit nuage parce qu'effectivement l'injection de JUICE par Ariane 5 était absolument parfaite et puis ça venait effectivement récompenser des années d'efforts. Mais on n'a pas eu beaucoup de temps pour célébrer parce que dès le lundi suivant, donc 3 jours après, on était dans la phase de déploiement progressif de l'ensemble des appendices, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Et on a eu une anomalie majeure, dont évidemment on n'a pas parlé au grand public dans un premier temps. On a eu en fait un gros problème lorsqu'il s'est agi de déployer l'antenne RIME. Donc c'est ce que vous voyez là, c'est l'antenne radar dont Olivier parlait tout à l'heure, qui fait 16 mètres de long et qui va nous permettre en fait de pénétrer la surface glacée des lunes de Jupiter pour sonder l'intérieur, la composition interne des lunes de Jupiter et essayer en particulier de découvrir à quelle profondeur on va pouvoir trouver l'océan en fait. Donc c'est un instrument fondamental pour la mission qui repose donc essentiellement sur le déploiement de cette antenne radar qui fait 16 mètres de long. Et malheureusement, quand on a envoyé l'ordre de déploiement de cette antenne, eh bien ça ne s'est pas passé tout à fait comme prévu. Vous voyez qu'on a 2 fois 4 brins d'antenne qui sont repliés. Donc en fait, on vient envoyer des commandes progressives pour déployer l'ensemble de ces 4 brins. Le premier brin s'est parfaitement déployé et le deuxième ne s'est pas déployé. Et là, grosse frayeur. Il faut savoir qu'à ce moment-là, le satellite est à 10 millions de kilomètres de la Terre. On a relativement peu d'observables. On n'est pas comme au sol, où on peut voir, on peut observer, on peut inspecter sous toutes les coutures ce qui se passe. Là, on a peu d'observables et il faut comprendre ce qui se passe. Il y a évidemment beaucoup de pression parce que la communauté scientifique s'inquiète du non-déploiement de cette antenne. On a tout un plan d'opération à exécuter pour progressivement monter la configuration de la sonde et la préparer pour l'ensemble de sa croisière. Mais voilà, on fait face à cette anomalie et là, on rassemble l'ensemble de nos experts et de nos équipes d'ingénierie pour essayer d'exploiter le peu d'observables que l'on a, de comprendre ce qui se passe et d'arriver progressivement à prendre la bonne décision. Alors ça nous a pris 1 mois et pendant 1 mois, on n'a pas beaucoup dormi. Mais on a fini par trouver. On a fini par trouver et on a utilisé une commande particulière. Je vous passe un peu les détails techniques, mais en fait, on a fini par secouer un tout petit peu cette antenne. On a injecté un choc au bon endroit. On pensait qu'en injectant un choc à un endroit très particulier, on allait arriver à décoincer en fait cette antenne. Et on a réussi. Et c'est ce que vous verrez dans les photos suivantes. Alors justement, en termes de déploiement, cette vidéo montre la séquence de déploiement. Donc on commence, comme je le disais tout à l'heure, par déployer le panneau solaire. Ça, c'est toujours la première étape parce qu'il s'agit encore une fois de pouvoir générer à bord le plus vite possible la puissance de façon autonome pour ne pas fonctionner trop longtemps sur la batterie qui a une capacité limitée. Alors une fois qu'on a déployé les panneaux solaires, vous allez voir qu'on va les tourner dans une certaine direction parce qu'en fait, ces panneaux, qui sont très grands, ils sont faits pour opérer à Jupiter, évidemment. Et lorsqu'on est très proche du Soleil, et la Terre est très proche du Soleil, en fait, on a un tel flux de puissance rayonnée qu'ils vont chauffer très très fort. Et pour éviter qu'ils chauffent trop, en fait, on vient les incliner de façon à ce qu'ils soient pas trop exposés au flux de rayonnement du Soleil. Puis ensuite, on déploie donc l'antenne articulée dont je vous parlais tout à l'heure, la fameuse antenne radar,
Vous voyez, ça c'est sa séquence nominale de déploiement, et donc ça s'est pas passé comme ça. Ce que vous voyez sur la vidéo, c'est pas ce qu'on a fait. Mais le résultat final, c'est bien celui-là. Elle fait bien 2 fois 8 mètres de long. Et puis ensuite, on vient déployer le bras magnétométrique dont vous avez vu l'essai de déploiement tout à l'heure sur la vidéo. C'est ce fameux bras qui fait 11 mètres 60 de long. Et tout au bout de ce bras, vous avez les senseurs de l'instrument JMAG qui vont venir en particulier donc observer les champs magnétiques émis par les océans qui sont contenus sous la surface de glace des lunes de Jupiter. On vient déployer également 4 petites antennes en tétraèdre. Ça, ce sont des sondes de Langmuir, donc ce sont des voltmètres, en fait, des senseurs qui vont nous permettre de reconstituer en 3 dimensions le champ électrique et l'environnement plasma qui entoure la sonde. Voilà. Donc tout ça, c'est fait maintenant. Le satellite, il est dans cette configuration-là. Et maintenant, je dirais, on est dans la phase de croisière, longue durée. Ça va prendre 8 ans pour arriver jusque Jupiter. Alors voilà, ça c'est le problème dont je vous parlais tout à l'heure. Alors fort heureusement, on avait des caméras de surveillance que l'on a installées sur le satellite, et en particulier, l'un des objectifs de cette caméra de surveillance, en plus de prendre des selfies un peu sympas de la sonde telle que vous l'avez vu tout à l'heure sur fond de terre, bah, c'était aussi de vérifier le déploiement de ce type d'appendice. Et là, vous voyez, ça, ce sont des images prises en vol, ce sont les images réelles que l'on a observées au moment où on a fait cette manœuvre un peu de survie, je dirais, pour arriver à déployer cette antenne qui était coincée. Ça, c'est ce qu'on a vu au sol, et je peux vous dire que quand on a vu cette image-là, on était tous très très heureux d'avoir réussi à déployer cette antenne. Ici, c'est une autre image prise par une autre caméra de monitoring, et sur laquelle on voit le déploiement de l'une des sondes de Langmuir dont je vous parlais juste à l'instant. Vous voyez, elle arrive, elle se stabilise, on voit la petite boule là, donc c'est une boule métallique sur laquelle on va venir collecter les charges et qui nous permet de mesurer l'environnement électrique autour de la sonde. Alors une vidéo qui vient cette fois vous montrer une technique très particulière que l'on va utiliser lorsqu'on va survoler les lunes de Jupiter et dont on est aussi très fier parce que ça va être une première mondiale. C'est une technique qui n'a jamais été utilisée et qui vient en fait utiliser des images qui sont prises par une caméra de navigation qui est à bord. Et là aussi, c'est une fonction logicielle autonome par laquelle on va en fait venir détecter les limbes, donc la surface éclairée des lunes de Jupiter, pour en reconstituer le centre de masse et fournir en fait en autonomie, tout ça c'est calculé à bord, il n'y a aucun lien avec le sol, pour pouvoir fournir en fait en autonomie à la sonde une loi de guidage d'attitude, donc une loi de guidage de l'orientation de la sonde qui permet de pointer très précisément vers les sites scientifiques que les différents instruments veulent observer. Il faut savoir qu'il y a quand même une grande incertitude sur ce qu'on appelle les éphémérides, donc la connaissance précise de la trajectographie de ces lunes. Et si on se base exclusivement sur ces informations sol que l'on a, en fait, on n'est pas capable de générer des profils de guidage d'attitude qui soient suffisamment précis pour être sûr que quand on veut viser là, on ne va pas viser là en fait. Et donc pour s'assurer de ça, on utilise de façon autonome à bord les images qui sont prises par ces caméras de navigation. Ce sont des équipements qui ont été développés par Sodern en France. Le logiciel qui tourne derrière tout ça, il a été fait chez nous, à Airbus à Toulouse, et ça n'a jamais été fait. Et là aussi, c'est une grande fierté pour nous d'avoir su développer ce genre de fonction qui, au final, va permettre vraiment aux instruments scientifiques de regarder très précisément les sites qu'ils veulent regarder. Et puis avant de rendre la main à Olivier pour la conclusion et puis de prendre les questions, je termine par une vidéo que l'on a tournée à l'occasion du lancement et qui, je trouve, rend un bel hommage aux années de travail que l'on a réalisé chez Airbus. Vous allez voir à la fois le matériel avec des belles images du matériel et des essais. Vous allez voir aussi certaines des nombreuses personnes de l'équipe qui ont travaillé sur ce projet. Il faut savoir que JUICE, c'est environ 150 personnes à temps plein pendant 8 ans. C'est plus de 1 300 000 heures de travail pour Airbus, c'est considérable. Et je pense que vous allez voir ici dans les yeux des gens que vous verrez sur cette vidéo la passion et la fierté de ce qu'ils ont fait. I've never really dreamt of working on such a program because I had no idea it would be possible to do so. I think it's a fantastic mission that, of course, you don't get the opportunity to work on many times. So it's a real dream for us to work on this. More than a mission, it starts like a project and become part of your life. Working now on JUICE, it's like a dream because I continue the space exploration with a completely different mission with the same requirements, so it's very challenging. To work
on a project that is at the top of the technology that we need to achieve to go to Jupiter and do this science mission. We all have our roles and we do our small parts, but when you add them all up, it makes such a great spacecraft. We have a spacecraft that probably will perform beyond the expectations of the scientists. We are still searching for life around and trying to discover species and compounds we have no clue yet. I'm very proud of this. I think we are all extremely proud of what we are able to achieve. Having achieved every milestone with our customer very satisfied about the cleanliness level is for me something I'm really proud about. When we arrive at Jupiter and the scientists get the results that they are asking for. I'm really, really proud when I'm with my two little boys, looking at Jupiter and the sky, and telling them, look, honeys, this is where we are going. What I like the most is this perfect balance between very young and proactive engineers and experts. Getting a glimpse into all the different domains working on the satellite, working together and learning from all of them. It is of course a dream working for JUICE for such a unique and complex mission, but also for extraordinary people that we meet all along the path. In fact, you never get used to it. Every time I still enter the clean room, I think, man, this thing is going to go to Jupiter and we are like this close to it. As a European, I'm even more proud of it because it's going to be the first European mission to Jupiter. I can just say we're going to Jupiter. Yeah. Again, a lot of work, but the achievement of an amazing adventure. We are pioneers on this mission. We did it. Merci. Et je laisse Olivier conclure avant de prendre vos questions. Merci beaucoup. Voilà, en conclusion, c'est le moment qu'on attend maintenant. On a passé le lancement qui était un des moments les plus critiques de la mission. Et dans 8 ans, on va arriver vers Jupiter. L'insertion en orbite, on doit allumer les moteurs pendant plusieurs dizaines de minutes pour être sûr qu'on est capturé par le champ de gravité de Jupiter. Et ce sera le deuxième moment, ou le troisième moment si on compte le développement de l'antenne radar, le plus critique de la mission. Et on se prépare tous sur ça. On a des grosses équipes derrière nous. On a des centaines de scientifiques qui attendent ce moment avec impatience. Et j'espère qu'on vous a convaincu qu'on a une mission fantastique et pour faire de la science extraordinaire. Et vous pouvez nous suivre toujours sur Twitter. On a les informations sur le site de l'ESA, mais on a aussi, pas plus tard que la semaine dernière, mis en ligne sur YouTube un film qui s'appelle The Making of JUICE et qui explique la partie technique, la partie scientifique, mais comme vous avez pu le voir aussi avec la vidéo précédente, l'aspect humain de la mission qui est aussi un aspect exceptionnel de ce grand projet. Donc voilà, merci à vous et maintenant on a du temps pour les questions. Un grand merci à nos deux amis. Je crois personnellement que quand on a vécu une aventure comme ça, on ne regarde pas l'étoile Jupiter s'allumer le soir de la même manière. Jupiter, c'est un petit peu nous aussi parce qu'on y va, quoi. Et ce rêve est fantastique. C'est un rêve, mais comme vous avez vu, ce rêve, il est réalisé grâce à des défis techniques qui sont relevés pour répondre à des grandes questions scientifiques. Sciences et techniques sont avec nous ce soir et ce dialogue est quelque chose d'absolument fantastique. Donc je suis sûr qu'il y a plein de questions et voilà. On va passer aux questions maintenant. Bonsoir, merci. Une question toute simple. Vous parliez des moteurs, on ne les voit pas sur le satellite, je suppose que vous ne les avez pas oubliés.
Donc, ils sont bien cachés, ils sont discrets. Qu'est-ce que c'est comme moteur? Qu'est-ce qu'il y a dessus? Alors, on les a pas oubliés, je vous rassure. Ils sont bien là. Le plus gros d'entre eux, en fait, vous le voyez pas parce qu'il est caché dans l'interface lanceur, en fait. En bas du satellite, tout en bas du satellite, dans l'anneau avec lequel on vient s'interfacer avec le lanceur, dans cette cavité, il y a le moteur principal. Ouais, peut-être qu'on peut le voir ici, effectivement, dans le hissage du satellite. Ouais, dans le hissage du satellite, peut-être. Je vais essayer de montrer ça. Donc voilà, il est ici. Il est ici. Voilà. Donc c'est un moteur qui délivre une poussée de 400 newtons. C'est un moteur historiquement qu'on a développé avec nos collègues d'Ariane Group pour mettre à poste nos satellites de télécommunication. Donc pour le coup, ça c'est un élément récurrent, je dirais. C'est lui qu'on utilise pour faire le plus gros des manœuvres à grosse amplitude. Et puis ensuite, on a des petites tuyères qui sont logées un petit peu partout autour du satellite. En gros, dans les 4 coins du satellite. On ne les voit pas là parce qu'elles sont petites. Elles font cette taille-là à peu près. Et ce sont ces petites tuyères que l'on utilise. Alors là, c'est vraiment des manœuvres de faible amplitude que l'on utilise pour venir faire des petites corrections de trajectoire ou pour aussi corriger l'orientation du satellite lorsqu'on a besoin de le faire avec le système de propulsion. On a un autre système à roue de réaction pour le faire, mais parfois on a besoin d'utiliser aussi des tuyères pour le faire. Et donc voilà, donc, l'ensemble de ces moteurs sont bien présents sur la sonde. S'il y a de la vie par là, est-ce qu'on pourrait le détecter? Alors, JUICE n'est pas fait pour détecter la vie, parce qu'on fait étape par étape. Donc là, ce concept des lunes de Jupiter, c'est qu'avec des missions précédentes, comme la mission de la NASA qui s'appelait Galileo, qui a été dans le système entre 1995 et 2003, une des grandes découvertes, ça a été la présence d'eau liquide à l'intérieur de certaines des lunes, donc Europe, Ganymède et peut-être Callisto. Donc après, quand on découvre de l'eau liquide, c'est aussi une des grandes questions des scientifiques. Est-ce qu'il peut y avoir de l'eau liquide ailleurs que sur Terre? On sait que l'eau liquide, c'est un ingrédient nécessaire pour le démarrage de la vie. Donc quand on cherche des autres endroits dans le système solaire où la vie a pu apparaître, la première chose à faire, ce qui est bien, c'est de chercher où il y a des endroits d'eau liquide. Donc JUICE, on va essayer d'en savoir plus sur ces eaux liquides, parce qu'on ne sait pas à quelle profondeur ils sont, quelle est leur composition, combien il y en a. Donc JUICE va vraiment caractériser le système et savoir s'il y a des conditions qui sont nécessaires, qui sont remplies pour le démarrage de la vie. Mais ça ne veut pas dire que la vie a pu apparaître et JUICE n'est pas équipé pour détecter la vie. Donc ce sera, si JUICE montre qu'il y a des conditions vraiment exceptionnelles pour le démarrage de la vie, dans le passé, actuel ou plus tard, il faudra réfléchir à une autre mission si on veut pousser cette question. Et là, pour la recherche de la vie, JUICE reste en orbite. Il faudra vraisemblablement se poser, creuser dans la glace. On verra, mais JUICE ne va pas répondre à la question est-ce qu'il y a de la vie dans ces lunes glacées. Vous nous avez dit que Ariane 5 vous avez injecté sur un point particulièrement précis, ce qui fait que vous avez gagné en performance et que vous avez changé un peu la mission. Vous avez changé comment? C'est-à-dire que vous prévoyez d'arriver plus tôt sur Jupiter ou faire plus de survol des lunes? Alors en fait, au niveau performance, il y a plusieurs choses. Déjà, les performances d'Ariane étaient un peu meilleures que prévu. Je pense que le satellite, mais là, Cyril, tu diras, au niveau masse, il était bien ce qu'il fallait, même un petit peu plus léger que prévu. On l'avait donc chargé en carburant un peu plus que prévu, effectivement. Donc, ce qui fait qu'au démarrage, déjà, on a mis tout le carburant qu'on pouvait dans les tanks. Donc ça, c'est la première chose. Si le satellite avait été un petit peu plus lourd que prévu, on aurait dû mettre un peu moins de carburant dans les tanks. Donc quand on était à fond au niveau carburant au lancement, le deuxième élément, c'est que dans les fenêtres de lancement qui durent à peu près 3 semaines, on a à peu près 3 semaines par fenêtre de lancement. C'est assez compliqué de lancer une mission interplanétaire. On ne peut pas lancer tous les jours parce que ça dépend des positions des planètes, Jupiter, etc. Et dans un créneau de lancement de 3 semaines, le mieux, c'est de lancer au milieu. Parce que c'est là où on a les meilleures performances. Parce que comme c'est 3 semaines, si on lance au début ou à la fin, c'est moins bien. Mais si on lance au milieu, c'est parfait. En général, ce que font les projets, ils lancent au début. Parce que les projets, ils veulent que ça parte. Le but, c'est que ça parte dans l'espace et on ne veut pas rater la fenêtre de lancement. Donc en général, on lance au début, ce qui est un petit peu moins bien pour les performances. Là où on a eu un peu de chance au niveau, de mon point de vue, c'est que Cyril et son équipe étaient un petit peu en retard.
qu'on était juste à temps pour l'optimum de la fenêtre de tir. Donc, c'est parfait. On a lancé au milieu de la semaine de la fenêtre de tir. Donc, au niveau performance, et c'est là où on a gagné le plus au niveau carburant. Et en plus, cerise sur le gâteau, la performance a été impeccable. Donc, c'est pas juste que Ariane a fait son travail impeccable, c'est qu'il y a aussi le milieu de la fenêtre de lancement et la masse du satellite, et on a pu remplir à fond les tanks. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on a donc plus de carburant à notre disposition. Et là, c'est vraiment, on est en train d'en discuter actuellement. Pas plus tard que la semaine dernière, j'étais à un meeting avec les scientifiques et le projet. Et on a discuté de plusieurs options pour améliorer la science. Et notamment, donc dans l'animation que je vous ai montrée, quand on arrive en fin de mission, on se met en orbite autour de Ganymède pendant quelques mois. Et on a plusieurs différents types d'orbites, elliptiques. Et plus on y va, plus on descend. Et avec la mission nominale qu'on avait avant le lancement, on pensait s'arrêter à 500 km d'altitude au-dessus de la Lune. Mais maintenant, avec le carburant qu'on a à notre disposition supplémentaire, on peut descendre encore plus bas. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre en place une orbite à 200 km. Donc on va d'abord faire notre orbite à 500 km, parce qu'on a prévu de la faire, on a des objectifs scientifiques associés à ça. Et ensuite, on aura assez de fuel pour descendre encore plus bas à 200 km. Donc ça, c'est le genre de décision qu'on a pris et pour améliorer le retour scientifique. On va aussi faire d'autres changements, tels qu'avoir un petit peu plus de survol de Callisto, pour changer un petit peu le plan de l'orbite, pour améliorer la phase où on veut étudier les aurores de Jupiter à la magnétosphère. Donc on va un petit peu changer le plan de l'orbite, avoir plus de survol de Callisto. Et là, ce qu'on va regarder, mais là, on n'a pas encore décidé si on va vraiment le faire, c'est qu'on va peut-être voir si on peut faire un survol d'une petite lune de Jupiter, parce que là, il y a les 4 grosses lunes de Galilée, mais aussi à peu près après, il y a 80 autres lunes qui sont beaucoup plus petites, qui sont aussi intéressantes pour d'autres raisons scientifiques. Et on va essayer de voir si on peut utiliser un petit peu de carburant pour faire un survol rapproché d'une de ces petites lunes. Mais là, il faut qu'on regarde la trajectoire. Donc, on a plein d'idées et on est en train de les mettre en œuvre. C'est un processus qui prend du temps, mais qui est vraiment intéressant. Parce que le design d'une trajectoire de JUICE autour de Jupiter et des lunes, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement compliqué. J'espère que vous avez pu un peu le voir, mais c'est extrêmement compliqué. Bonsoir, je suis ici. J'ai trois petits points, je vais les poser dans l'ordre. Le premier, c'est pour la régulation température. C'est des caloducs. Alors on a plusieurs éléments. On vient effectivement utiliser des caloducs pour transporter la puissance dissipative générée en particulier à l'intérieur des sarcophages. Donc les 2 grandes cavités dans lesquelles on a l'ensemble de nos électroniques. Là on va venir dissiper pas mal de puissance. Et quand on est trop chaud, en fait on va transporter cette puissance thermique par des caloducs vers nos murs externes sur lesquels on a des radiateurs qui regardent l'espace froid et on va rayonner cette puissance en excès vers l'espace froid. C'est l'un des éléments du contrôle thermique, il y en a d'autres. Concernant les essais, la validation, après intégration des instruments, on ne revérifie pas leur comportement, notamment par exemple après l'essai de vibration, des choses comme ça ou... Si, alors je ne l'ai pas mentionné, mais effectivement, quand on fait une séquence de qualification d'un satellite comme ça, on fait d'abord toute une gamme d'essais fonctionnels avant les essais d'environnement pour vérifier qu'avant les essais d'environnement, tout marche bien. On fait tous nos essais d'environnement, donc mécanique, thermique, EMC, acoustique, propulsion, etc. Et à la fin, on rejoue le même set d'essais fonctionnels pour vérifier qu'une fois qu'on a fait tout ça, tout marche encore très bien, effectivement. Et le dernier point, c'est pour le calcul de la mission. Est-ce que, compte tenu de la surface des panneaux, on prend en compte la pression photonique sur même si ça fait un petit effort, mais intégré sur très longtemps? Oui, on le prend en compte. Alors ça, c'est l'un des domaines de prédilection de nos ingénieurs en contrôle d'orbite, effectivement. C'est quelque chose qu'on utilise, par exemple, pour nos satellites de télécom. On utilise cette pression photonique pour contrôler l'attitude de nos satellites de télécom. Bon, sur JUICE, c'est pas ce qu'on souhaite faire, mais effectivement, ça joue quand on est proche du Soleil, et donc on en tient compte dans nos modèles et dans nos analyses. Oui. Ça marche? Oui, bonsoir. Félicitations, c'était super, c'est génial. Ah, je suis sur la Lune. J'avais une petite question. Non, bravo à tout le monde, c'est vraiment extraordinaire. Puis bravo pour l'Europe aussi. D'ailleurs, j'ai donc 2 petites questions. Donc, la première, je croyais qu'il fallait qu'on évite de
contaminer les planètes comme ça. Et vous avez décidé, par exemple, Juno, je crois, qui seront précipités sur Jupiter. Est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi vous avez choisi de cracher sur Ganymède. Je crois qu'il y a un critère particulier, mais je m'en souviens plus. Si vous pouviez nous le rappeler. Et puis la deuxième question, c'est est-ce que les Américains, nos amis américains, regardent cette mission avec intérêt? Est-ce qu'ils sont venus? Est-ce qu'il y a des gens du JPL qui sont venus? Est-ce qu'il y a des gens qui, j'imagine, ils sont aussi contents? Ce sont des scientifiques, quoi, aussi parfois. La dernière animation, voilà. Si on peut la montrer. On pourra montrer après l'animation Clipper. Oui, alors pour la protection planétaire, donc c'est un domaine assez particulier qui c'est une contrainte supplémentaire quand on fait une mission planétaire. Il faut effectivement respecter les règles de ce qu'on appelle la protection planétaire. Donc c'est un bureau qui est indépendant et qui fixe des règles. Et en fonction des corps qu'on visite, les planètes, les lunes, on doit faire plus ou moins attention. Et il y a des classifications différentes des lunes, des planètes. Et par exemple, Europe est classifiée assez haut au niveau exobiologie, protection planétaire, alors que Ganymède n'est pas dans la même catégorie. La raison, c'est que l'océan liquide qui est à l'intérieur d'Europe est beaucoup plus propice à la vie que celui de Ganymède. Ça a un lien avec la structure interne d'Europe, où l'océan il est en contact avec les roches du manteau d'Europe. Donc c'est un environnement qui est extrêmement intéressant pour l'exobiologie, alors que l'océan sous Ganymède est coincé entre deux couches de glace, donc il est beaucoup moins intéressant. Donc il est dans une autre catégorie. En fait, Ganymède n'est pas dans la même catégorie d'Europe. Ce qui veut dire qu'en pratique, avec une mission comme JUICE, ou si on envoie une mission vers Jupiter, il faut démontrer qu'on ne peut pas impacter ou cracher sur Europe. La trajectoire que je vous ai montrée, les collègues qui font le design d'une trajectoire, ils doivent faire tourner beaucoup de trajectoires et estimer les pannes qu'on peut avoir sur le satellite et montrer que quoi qu'il arrive, si on perd le satellite à un moment donné, on ne va jamais cracher sur Europe. Il faut une certaine probabilité, donc ils font tourner le satellite pendant des milliers d'années, etc. Et on montre avec nos trajectoires qu'on ne peut pas impacter Europe. C'est-à-dire, et notamment, ça explique que pour Juno, ils font aussi ce genre de calcul pour éviter que Europe qui tombe sur Europe. Et donc la deuxième conséquence, c'est pour Ganymède. Nous, on se met en orbite autour de Ganymède. Donc on a le droit, avec les règles internationales, c'est comme des règles internationales, on a le droit d'impacter Ganymède. Mais on ne pourrait pas faire la même chose sur Europe. Donc voilà pour la question de la protection planétaire. Après, il y avait la question de la collaboration avec la NASA. Cyril, tu voulais dire quelque chose, mais on a une petite animation qui montre... parce qu'il y a une mission qui s'appelle Clipper. Ah oui, elle est là. Il y a une mission qui s'appelle Clipper qui va partir l'année prochaine et c'est une mission de la NASA. Et eux, ils vont se focaliser sur Europe. Bon, au niveau historique, c'est un petit peu... Attention, on peut faire du stop. Ouais. C'était une mission qui a été proposée au début de JUICE, mais bon, au niveau historique, Michel pourrait en raconter. Mais on va avoir 2 satellites au même moment autour de Jupiter. Donc, JUICE, c'est le bleu. Clipper, c'est le vert, et c'est les lunes de Jupiter, et Jupiter au milieu. Donc, vous voyez les survols. Et vous pouvez voir ce qui se passe en 2031, 2032. Et à des moments, vous allez voir, il peut se passer des choses très intéressantes entre les 2 missions. Là, si vous suivez les 2 points, là, quand il y en a un qui fait un survol, l'autre il est ailleurs. On peut faire des observations coordonnées. Là, il faut un survol d'Europe. Là, ils sont très proches. Mais vous allez voir, c'est encore pire un petit peu après. Ah, et il y en a un qui fait un survol d'Europe. Et là, attention, qu'est-ce qui va se passer? Il y en a un qui suit l'autre. Et attention, je ne sais plus quand est-ce que ça va se passer. Aïe, 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 oh là là, oh là, ah, et hop, et un survol d'Europe par les 2 au même moment. Donc voilà, il peut se passer plein de choses. On a une collaboration exceptionnelle entre les 2 missions. Et on se parle tous les mois au téléphone, on fait des meetings tous les ans, tous les 6 mois. Donc il y a une collaboration en tout cas entre ces 2 projets. Mais tu voulais préciser d'autres choses? Alors, ce que tu dis là, c'est effectivement la collaboration au niveau scientifique. Effectivement, cette collaboration, elle est très fluide. Au niveau industriel, je ne vous cache pas que c'est un petit peu différent, parce qu'on a quand même nos propres secrets industriels, je dirais, à protéger. Et évidemment, la NASA et le JPL qui développent Europa Clipper en font de même.
Alors, il faut savoir que ce sont 2 missions qu'on a démarrées à peu près en même temps. Hein. JUICE et Europa Clipper, le développement a démarré à peu près en 2015. Et on n'est pas peu fiers d'avoir terminé avant eux, puisque Europa Clipper sera lancé l'année prochaine à l'automne. Donc on a terminé avant eux pour une mission très similaire d'un point de vue des objectifs scientifiques. Et puis juste pour donner aussi quelques ordres de grandeur, ce qu'on a développé, le coût total de ce qu'on appelle le segment spatial pour JUICE, donc le satellite et l'ensemble de ces instruments, c'est de l'ordre du milliard d'euros. Europa Clipper, c'est 4 à 5 milliards de dollars. Donc là aussi, on a quand même une certaine efficacité, je trouve, en Europe. Hein. On parle beaucoup en ce moment de l'efficacité de l'Agence spatiale européenne et du tissu industriel en Europe pour développer ce type de programme. On parle beaucoup de la règle du retour géographique, etc. Mais n'oublions pas que ce type de schéma nous permet quand même de développer en Europe des programmes d'une grande complexité qui n'ont rien à envier aux missions développées par les Américains et pour lesquelles on a des efficacités industrielles au final qui, là aussi, on n'a pas à en rougir, je dirais. Bon, donc on a eu quelques échanges avec le JPL au tout début du projet, des échanges un peu techniques, mais rapidement ça s'est arrêté, parce qu'encore une fois, quand on va vraiment dans le détail de la définition technique, chacun garde un peu jalousement ses secrets industriels et c'est bien normal. Merci pour tout ça. Et je voulais savoir, est-ce que la traversée de la ceinture d'astéroïdes vous préoccupe, premièrement? Et deuxièmement, est-ce que vous allez réunir des informations sur Io, dont vous n'avez pas beaucoup parlé, qui semble être très difficile à approcher? Ouais. Alors pour la ceinture d'astéroïdes, on n'est pas trop inquiet, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'astéroïdes, mais il y a quand même beaucoup de vide. Donc en fait, on est au niveau statistique de rencontrer un astéroïde, on est vraiment tranquille. En fait, on a discuté aussi avec les scientifiques, ça a été une discussion très intéressante. Est-ce qu'on veut se permettre de faire un survol d'astéroïdes pendant la phase de croisière? On a étudié différentes options et on est parvenu à la conclusion que c'était mieux de ne pas en faire, pour plusieurs raisons, notamment les ressources, le temps qu'il faut faire pour préparer, le carburant qu'on doit dépenser. Donc on a décidé de ne pas en faire. Donc en fait, ce n'est pas du tout un problème, la phase de croisière au niveau d'astéroïdes. Au niveau de Io, donc le problème de Io, c'est que Io est un petit peu trop proche de Jupiter. Et donc il est vraiment dans les ceintures de radiation intense. Donc faire une mission vers Io, c'est toujours très compliqué. Il y a des projets qui sont en cours. Voilà, là, ce n'est pas le même genre de mission. Cyril a dit, on a blindé le satellite pour JUICE, mais alors pour Io, ce serait une autre paire de manches. Donc ça veut dire que pour nous, Io, c'est quand même un objet très intéressant dans le système pour plein de raisons. De temps en temps, en fonction des orbites, si Io n'est pas trop loin, on fera des observations lointaines, on va dire. Mais ça nous permettra de surveiller l'activité de Io, parce que Io, c'est une lune volcanique, il y a une éruption volcanique tous les jours ou toutes les semaines. Donc ça, on regardera ce qui se passe au niveau de Io régulièrement dans la mission pour voir ce qui se passe. Mais on ne va pas faire des survols rapprochés, ce n'est pas du tout possible techniquement. Et en plus, ce n'est pas dans les objectifs scientifiques principaux de la mission qui sont les lunes glacées. Voilà. On fera un petit peu de Io quand même. Bonsoir. Je voulais savoir s'il y avait déjà eu des missions un peu similaires. Moi, je ne connais pas trop l'histoire de ce genre de missions, etc. Donc, je suis très novice. Donc, voilà, je voulais savoir est-ce qu'il y a déjà eu des missions similaires et qui utilisent des procédés similaires comme ça d'accélération avec la gravité des planètes, etc. pour aller en orbite autour. Allez, on donne la parole à Michel. Oui, merci Olivier. Oui, effectivement, la méthode de l'assistance gravitationnelle a été étudiée depuis assez longtemps pour aller vers le système solaire externe, parce qu'effectivement, ça permet de gagner beaucoup d'énergie et de temps, et donc de propulsion. Moi, j'ai vécu l'exemple de la mission Cassini-Huygens, qui était une mission conjointe entre la NASA et l'Agence spatiale européenne, qui a été lancée en 1997, où on a fait plusieurs assistances gravitationnelles pour aller à Saturne. Et ensuite, toute la mission en orbite autour de Saturne était conditionnée par une série d'assistances gravitationnelles systématiques avec la Lune Titan. C'est en survolant Titan, à chaque orbite, qu'on se réorientait pour aller voir un endroit différent dans le système. Donc c'est une technique qui est bien maîtrisée.
Le JPL était au départ vraiment le maître de ça, mais je crois que maintenant les Européens ont largement assimilé cette technique et sont tout aussi créatifs. Bonjour, moi j'ai une dernière question. Vous avez parlé des Américains et de votre collaboration avec les Américains. Qu'en est-il des Chinois ou des Russes? Est-ce qu'ils vous espionnent? Est-ce qu'ils font la même chose? Est-ce que vous savez où on en est avec ces gens-là? Alors pour les Chinois, on peut demander à Michel Blanc, parce que je laisse la parole à Michel Blanc pour les Chinois. Bon, pour les Russes, il n'y a pas de projet du côté des Russes, autant que je sache. Donc ça, c'est simple. Alors l'Agence spatiale chinoise a actuellement dans son programme une mission vers Jupiter et Uranus, qui est en cours d'étude et qui pourrait partir dans les années entre 2030 et 2035, typiquement. En fait, je travaille un petit peu avec eux. C'est une mission assez semblable à JUICE au point de vue du scénario. La cible étant Callisto, la 4e lune, plutôt que JUICE, mais il y a vraiment beaucoup de synergie à faire entre ces deux missions. Donc, personnellement, j'espère qu'elle va voler aussi, parce que plus on a de missions dans le système de Jupiter, plus on va apprendre de choses. Voilà. Une question sur le calcul des trajectoires. Aujourd'hui, ce sont des process qui sont, j'imagine, bien maîtrisés. Il y a toujours il y a des constantes et puis il y a des variables que sont la masse des astres autour desquels vous voulez tourner. Peut-on dire aujourd'hui que les calculs de trajectoire sont un facteur de risque ou est-ce totalement maîtrisé? Non, c'est totalement maîtrisé. Ce n'est pas un facteur de risque, c'est un facteur d'optimisation de la mission. On utilise aujourd'hui, comme Michel l'indiquait, les grandes capacités que l'on a, et en particulier à l'ESOC, le centre d'opération de l'Agence spatiale européenne qui est en Allemagne. On a aujourd'hui beaucoup de compétences, et aussi chez les industriels, pour calculer les trajectoires, les simuler et les utiliser à notre avantage. Encore une fois, on utilise pour aller vers Jupiter essentiellement les masses des planètes du système solaire interne et les masses de Jupiter et des lunes de Jupiter elles-mêmes. Il faut comprendre que même si on a chargé 3,6 tonnes de fuel à l'intérieur du satellite, en fait, plus de 90% du changement d'énergie cinétique de la sonde ne vient pas du carburant embarqué à bord du satellite, mais vient des planètes et des lunes autour desquelles on fait des survols. Donc c'est vraiment quelque chose qui est maîtrisé. On a par ailleurs, comme je l'indiquais tout à l'heure, des caméras de navigation qui vont nous permettre de compenser les quelques incertitudes que l'on pourrait avoir sur les propriétés de ces corps, les éphémérides en particulier. Et donc en fait, avec ces caméras de navigation, on peut détecter à très grande distance les corps que l'on va survoler et vraiment venir corriger très finement la trajectoire de survol. Donc c'est totalement maîtrisé, à la fois par les processus de calcul au sol et par les fonctions logicielles que l'on a implémentées à bord. Par contre, il y a toujours un facteur de risque parce qu'on a prévu plusieurs manœuvres. Il peut arriver qu'une manœuvre ne marche pas bien pour des raisons X, Y, Z. Et donc là, dans le budget du carburant, on a mis des marges pour corriger au cas où qu'il y ait une des manœuvres qui se passe moins bien. Par exemple, après chaque assistance gravitationnelle, on a une petite marge pour corriger si ça ne s'est pas passé exactement comme c'était prévu. Pour l'insertion en orbite autour de Jupiter, il y a le risque que les moteurs ne marchent pas pendant la durée exacte. Donc ça veut dire qu'on ne sera pas sur l'orbite prévue. Et là encore, on a de la marge pour corriger. Donc les calculs d'orbite, c'est vraiment très sophistiqué et ça marche très très bien. Après, il y a le facteur opérationnel qui fait qu'il peut toujours y avoir des problèmes au niveau de l'exécution des manœuvres. Mais là, il y a des marges pour récupérer ce qui s'est moins bien passé. J'avais une deuxième question, en fait. Par rapport à la contamination aussi, je voulais rebondir sur ce que disait monsieur tout à l'heure. Donc, je me demandais si quand vous aviez répondu à la question, ou déjà quand monsieur avait posé la question, c'était simplement, vous parliez de contamination par rapport aux matériaux ou aussi de contamination par rapport à d'éventuelles bactéries ou virus qu'il pourrait y avoir sur le satellite. Et du coup, par rapport à ça, je voyais que dans la vidéo, toutes les personnes avaient des masques et des gants, etc. Et je me demandais s'il y avait des contrôles qui étaient faits avant le décollage avec des prélèvements ou des choses au niveau biologique pour vérifier et s'il y avait des stérilisations ou des choses particulières. Et ensuite, deuxième question par rapport à perturbation du système que pourrait éventuellement provoquer la sonde, c'est j'imagine que sa masse est vraiment très faible au regard des objets autour desquels elle va tourner et tout.
Mais est-ce qu'il ne peut pas y avoir une perturbation à ce niveau-là aussi du système en lui-même, du fait de la masse de la sonde Alors, je réponds d'abord à la deuxième parce que c'est la plus facile. La réponse est non. Le rapport des masses est tel que on va prendre, la sonde JUICE va prendre beaucoup d'énergie, va gagner beaucoup d'énergie en survolant la Terre, mais je vous rassure, la Terre ne va pas le voir. Il y aura zéro impact sur la trajectoire de la Terre autour du Soleil parce que c'est simplement un rapport des masses. Alors, j'ai pas compris la question. Vous pouvez la reposer, excusez-moi. Jupiter, c'est pareil en pire, je dirais, parce que Jupiter est encore plus lourde, donc ça se verra encore moins, je dirais. Alors, la première question, c'est une très bonne question. Effectivement, vous avez vu dans les vidéos qu'on est en blouse blanche, on a des coiffes, on a des surchausses, on a des gants, on porte des masques. Donc oui, on contrôle effectivement en permanence pendant toute la vie du satellite en salle blanche la charge moléculaire et particulière sur le satellite. On a des exigences de propreté pour les instruments scientifiques qui sont portés par la sonde. En particulier, par exemple, on a des senseurs de plasma et des senseurs de particules qui nous viennent de la communauté scientifique. Et on veut effectivement détecter les particules qui viennent de Jupiter et pas les particules qui viennent du satellite. Mais on a aussi des exigences de propreté pour les équipements du satellite, par exemple les viseurs stellaires, les caméras de navigation. Il ne faut pas qu'on vienne déposer des particules, de la poussière en fait, sur les optiques de ces instruments. Donc c'est pour ça qu'on a un programme en fait, de contrôle de la charge moléculaire et particulière. Par contre, pour répondre à la deuxième partie de votre question, plus liée à la contamination potentielle bactérienne ou virale qu'on pourrait emporter par le satellite, alors effectivement, c'est le cas par exemple de certaines missions martiennes, où là on veut effectivement s'assurer qu'on ne va pas transporter une charge virale ou bactérienne depuis la Terre vers Mars. Donc ça impose de prendre des mesures qui sont vraiment drastiques, de contrôle de la charge moléculaire, de stérilisation de la sonde et de protection de la sonde, donc dans des grands sacs en fait, jusqu'au moment du lancement. Ça coûte énormément d'énergie, d'efforts, d'argent tout simplement, de faire ce genre de choses. Et on ne veut pas le faire sur JUICE. Et l'une des raisons pour lesquelles on ne veut pas le faire, c'est que ça nous emmène très très loin dans les efforts en développement, je dirais, et que par ailleurs, comme on s'assure que l'on ne va pas impacter Europe, parce qu'on va impacter Ganymède, en fait on s'affranchit de cette contrainte. Encore une fois, le meilleur moyen, pour compléter ce que disait Olivier tout à l'heure, le meilleur moyen de s'assurer qu'on ne va pas venir impacter Europe, y compris 500 ans après la perte de contrôle du satellite, et qu'on ne va pas, par cet impact sur Europe, contaminer la surface d'Europe, c'est d'impacter autre chose en fait. Et cette autre chose, c'est Ganymède. Voilà. Donc en faisant ça, on s'affranchit de cette contrainte très forte en AIT, en intégration en salle blanche, de contrôle de la charge bactérienne du satellite. Et comme il y a des questions sur la collaboration avec les États-Unis, donc la mission Clipper qui sera autour de Jupiter au même moment, eux, ils ont aussi décidé d'impacter Ganymède à la fin de leur mission. Donc si on a de la chance, on aura le satellite Clipper qui va impacter Ganymède à haute vitesse et JUICE qui sera à basse altitude pour regarder ce qui se passe. C'est la cerise sur le gâteau, c'est ce que je rêve. On va voir si ça se réalise, il faut attendre quelques années. Oui, encore une question plus technique. Pourquoi on n'a pas utilisé de générateur radioisotopique ? J'imagine qu'on ne maîtrise pas encore en Europe, mais est-ce qu'il y a des plans pour s'affranchir des panneaux solaires et faire des sondes avec de tels générateurs ? Et puis une autre question sur Ganymède, quand on va se cracher, est-ce qu'il y a des enjeux quand même scientifiques qu'on a développés parce qu'on a choisi Ganymède pour se cracher? Est-ce qu'on va essayer d'observer la surface, faire des mesures spécifiques quand on va être vraiment très 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 près. Voilà. Alors je laisse Olivier répondre à la deuxième question. Pour la première, effectivement, donc les RTG, l'équipement dont vous parlez, c'est une technologie dont on ne dispose pas en Europe. Je dirais que c'est un choix. C'est une technologie qui est très coûteuse à développer et qui induit d'énormes contraintes d'opération au sol, des contraintes de sécurité des personnels et des équipements, en fait, des moyens. Et qu'on a choisi de ne pas contraindre le CSG, nos opérations de lancement, avec ce type d'équipement en fait. C'est vraiment un choix. Alors effectivement, avec l'état de l'art des technologies de générateurs solaires actuels, ça veut dire qu'en Europe, on ne peut pas encore, par exemple, envoyer une mission vers Pluton, tel que les Américains l'ont fait avec New Horizons, qui fonctionne avec ce type d'équipement, c'est vrai. Mais en même temps, il y a 20 ans, on n'aurait pas imaginé non plus aller vers Jupiter avec des panneaux solaires.
On a beaucoup progressé dans cette technologie. Les générateurs solaires que l'on utilise dans nos satellites sont très différents de ceux que vous avez sur vos toits. Ceux qu'on a sur nos toits, ils font péniblement une efficacité de conversion de puissance de l'ordre de 10%, mais ce n'est pas très grave parce qu'on a de la place, donc on aligne les mètres carrés de panneaux solaires et puis ça marche très bien. Ceux que l'on utilise dans l'espace sur nos satellites, aujourd'hui, ils atteignent des efficacités de 35%. Et c'est très supérieur à ce qu'on avait il y a 10 ans ou 15 ans sur Rosetta, par exemple, où on était plutôt de l'ordre de 15 à 20%. Donc en fait, en faisant progresser cette technologie, petit à petit, on arrive à aller de plus en plus loin dans le système solaire avec cette technologie qui a quand même l'avantage de ne pas surcontraindre le design de la sonde et les opérations en salle blanche et au centre spatial pour les opérations de lancement en particulier. Alors pour la question pour Ganymède, qu'est-ce qu'on va faire à la fin de la mission si on peut avoir des informations sur la surface là, au niveau la dernière partie, le crash, ou etc. En fait, pour l'instant, on n'a pas vraiment étudié la dernière partie de la mission. La ligne de base de la mission, c'était qu'on est en orbite autour de Ganymède. Au bout d'un moment, la mission est terminée. Et donc, la mission va naturellement tomber sur Ganymède. Et si la mission est terminée, on ne fait plus rien avec, on ne peut plus la contrôler, on n'est plus en contact avec la sonde, donc il n'y a plus rien qui se passe. Ça, pour l'instant, c'est la ligne de base de la mission. Après, je suis sûr que plus on se rapproche de cette échéance, et plus on va réfléchir qu'est-ce qu'on peut faire comme fin de mission. Et on peut très bien garder, si on sait qu'on va tomber sur le satellite, on peut très bien toujours garder des moyens de contrôler le satellite, garder un peu de carburant, faire en sorte que ça marche encore un peu, et faire des mesures le plus longtemps possible jusqu'à la surface. Ça, c'est un scénario qu'on pourra très bien analyser plus tard, mais pour l'instant, on n'a pas du tout analysé. Ce sera un impact où on ne sait pas où c'est qu'on va impacter, mais aussi on peut choisir, si on veut choisir le lieu d'impact, on peut aussi faire en sorte de choisir le lieu d'impact. Donc il y a plusieurs options pour la fin de mission dont on n'a pas étudié, mais je suis sûr qu'on va être très créatif et faire quelque chose de bien. Mais on verra bien. Bonsoir. Alors en fait, en ce moment, on parle beaucoup d'IA. Moi, ma question, vous avez dit qu'il y avait un système d'autocorrection par rapport à la sonde. Est-ce que vous avez, entre guillemets, embarqué un embryon d'IA, ou alors est-ce que vous avez juste rentré dans le logiciel des actions-réactions, tout simplement voilà, un logiciel qui est programmé, mais c'est tout, qui est incapable de... C'est une bonne question. Alors, on a utilisé un peu d'intelligence artificielle dans le développement de la sonde sur certaines fonctions logicielles. Mais par contre, à bord, il n'y en a pas. À bord, ce sont des fonctions logicielles, je dirais, classiques, qui font des opérations de calcul et qui déterminent des lois que l'on utilise après à bord du satellite. Mais il n'y a pas encore d'intelligence artificielle à bord du satellite, effectivement. Il n'y a pas de chat GPT. Oui, j'avais une question relative à la puissance qui est quand même relativement limitée. Est-ce qu'on peut opérer tous les instruments en même temps, ou est-ce qu'il y a un certain nombre de contraintes au niveau des opérations dans la charge utile? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est sur la transmission. Les débits de transmission sont incroyablement faibles. Donc j'imagine que c'est largement lié aussi au manque de puissance à bord. Est-ce qu'il y a de la compression à bord? Est-ce qu'au niveau des antennes de réception, vous avez des coopérations aussi avec la NASA, le DSN, pour pouvoir effectivement améliorer ces problèmes de transmission au niveau des opérations? Alors, la première question, donc la réponse est oui. On est spécifié par l'Agence spatiale européenne et par les scientifiques donc pour pouvoir opérer l'ensemble des instruments scientifiques de la sonde en même temps. Et en particulier, comme Olivier l'expliquait, on n'a que 2 opportunités de survol d'Europe et donc on ne veut pas les rater. Et donc, quand on survolera Europe, effectivement, on va opérer pendant environ 1 heure, la phase où on est vraiment le plus proche d'Europe, l'ensemble des instruments scientifiques. Donc, ça représente à peu près 250 watts de puissance. Donc, c'est une bonne partie de la puissance dont je parlais tout à l'heure. On va mettre aussi à contribution les batteries. Donc pendant cette phase où on va consommer beaucoup d'énergie, en fait, on utilise tout ce qu'on a, les panneaux solaires, la batterie. Et quand on termine cette phase de survol, on est un peu à plat, je dirais. Et là, on se tourne vers le soleil et on recharge tout ce qu'on peut avant de faire le prochain flyby. Donc oui, effectivement, c'était une grande exigence de pouvoir opérer l'ensemble des instruments de la sonde. Ensuite, sur la transmission des données, ça n'est pas qu'une question de puissance à bord, c'est d'abord et avant tout une question de distance. La distance est tout simplement énorme et il faudrait des puissances gigantesques à bord qu'on ne peut pas se permettre d'aménager à bord pour avoir des débits significativement supérieurs à ceux que j'annonçais tout à l'heure. On est à 50 kilobits par seconde, c'est pas beaucoup. Si vous mettez, et pour faire ça, on va à peu près utiliser 200 watts
Rien que pour le système de communication, c'est déjà beaucoup, mais je dirais que si on faisait 2 fois plus, on n'améliorerait pas significativement ce débit de données. Donc en fait, ça veut dire que typiquement, quand on aura fait le survol d'Europe, à peu près 3 semaines après, on fait le deuxième. Les scientifiques voudront savoir ce qui s'est passé pendant le premier, et donc en fait, pendant les 2-3 semaines qui vont suivre le premier flyby, on va très probablement se tourner avec notre antenne grand gain vers la Terre pendant 16 heures par jour, typiquement, utiliser les antennes de la NASA dont vous parlez, les grandes antennes de 35 mètres, là, l'ESA a un accord avec de 70 mètres, pardon, l'ESA a un accord avec la NASA pour utiliser ces antennes-là. Donc là, on va augmenter le débit de liaison pour pouvoir, en fait, pendant ces 2 semaines, en faisant quasiment que ça, cracher l'ensemble des données produites pour le premier flyby avant d'engager le deuxième. Je te laisse peut-être répondre. Nous, on n'en fait pas directement sur le système de communication du satellite, mais certains instruments font un petit peu de choix ou de compression de données. Oui, en fonction des instruments, il y a de la compression de données, notamment les imageurs. Ils n'ont pas le choix. Donc là, ils ont des algorithmes de compression de données. Il y a aussi un autre système qui est à bord, c'est que les scientifiques ne vont pas ramener au sol toutes les données qui ont été mesurées. Il y aura un choix. Donc, on fait des observations, un survol d'une lune, Europe, Ganymède, Callisto, et on rapatrie les données à basse résolution. Et les scientifiques, certains scientifiques, ça dépend de chaque équipe, mais certaines équipes ont fait le choix de pouvoir regarder ce qu'ils ont récupéré à basse résolution, et en fonction de ce qu'ils voient, ils vont dire tiens, cette partie nous intéresse, on récupère le reste à haute résolution, cette partie nous intéresse moins, on ne récupère pas. Donc parce que le débit de données, comme l'a dit Cyril, est assez limité. Donc il y a aussi ce choix aussi de regarder ce qu'on a et de ne pas récupérer au sol tout ce qui peut être récupérable. Mais il y a certaines équipes qui vont dire moi je récupère tout, et puis et d'autres équipes qui vont faire le choix, notamment les équipes qui ont beaucoup de volume de données, ils vont faire le choix de récupérer les parties les plus intéressantes. Merci beaucoup. Une dernière question peut-être? Oui. Alors le kilométrage, 6 milliards, je crois. Hein, je ne sais pas si c'est votre question. Au total, sur l'ensemble du trajet de la sonde, on va faire à peu près 6 milliards de kilomètres. On va voyager 6 milliards de kilomètres. La vitesse, c'est de l'ordre de quelques dizaines de milliers de kilomètres heure. Mais on ne va pas se faire flasher, il n'y a pas de problème sur la route, je pense. Un grand merci à nos 2 orateurs, c'était magnifique, hein, vraiment bravo et merci Cyril et Olivier de nous avoir emmenés prémonitoire jusqu'à Jupiter, et on espère évidemment qu'il y aura d'autres conférences pour nous raconter au cours du voyage les grandes étapes. Merci beaucoup, et Jean-Claude va maintenant nous parler de la prochaine conférence. Avant de nous quitter, simplement c'était pour vous annoncer la prochaine conférence, donc l'année prochaine. Ça marche, vous m'entendez? Oui, oui, bon. Alors, ça sera le mardi, puisque nos conférences sont les derniers mardis de mois, le mardi 30 janvier. Et là, c'est Vincent Coste, qui est du CNES, qui viendra nous parler des objets non identifiés ou des phénomènes extraordinaires dans le ciel, pour lequel le GESPAN, qui est un organisme du CNES, fait des études scientifiques et essaie de trouver des raisons scientifiques aux phénomènes observés.